Thierry Hess est né en 1959 à Metz et depuis 10 ans, il écrit chaque matin, très tôt, jusqu'à l'heure du livreur de journaux. Son premier roman, Le cimetière américain, paru en 2003, lui a valu 2 prix littéraires. Démon, en 2009, lui a offert un large public. Avant, il a pas mal lu, en particulier les romanciers américains. Comme son personnage Marcus, il a fait de la musique et de la course à pied. Dans les années 90, Thierry Hess a créé une revue littéraire, L'Animal, puis a commencé à enseigner la philosophie au lycée de la communication à Metz. Il avoue que pendant longtemps, il n'a éprouvé aucune nécessité à écrire. Ça aurait été, dit-il, comme apprendre le néerlandais. Maintenant, il aurait du mal à s'en passer, de sorte qu'aujourd'hui, il a l'illusion d'avoir eu 2 vies, celle où il n'écrivait pas et l'autre où il vient de publier L'Inconscience, son 4e roman. L'inconscience, voilà un mot dont la définition la plus courante serait la perte de connaissance momentanée ou permanente, ou encore l'état de quelqu'un qui agit sans comprendre la portée de ses actes. Mais aussi ce qui échappe à la conscience en se référant à l'inconscient freudien. C'est aujourd'hui surtout le titre du dernier roman de Thierry Hess que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour Marianne. Donc l'inconscience, votre roman parle de l'inconscience, c'est l'histoire de 2 frères qui habitent dans la région Messine et dont l'un fait une chute et tombe dans le coma. Oui, Karl et Marcus Vogelgesang ont à peu près la cinquantaine quand nous découvrons leur vie d'adulte. Et c'est un moment effectivement difficile pour Marcus, puisque Karl, comme vous l'avez dit, est tombé dans le coma. Et c'est aussi le moment pour l'un de se poser la question de savoir finalement qu'est-ce que mon frère a fait de sa vie, qu'est-ce que moi-même ai-je fait de ma vie. C'est-à-dire l'un et l'autre, bien qu'ils aient eu la même enfance, ont finalement mené leur existence de manière très différente. Alors donc c'est une suite de flashbacks en fait sur la vie des 2 frères. Alors donc l'inconscience, c'est vrai que ce mot de l'inconscience, alors on pense forcément à la bonne conscience de Karl, qui est en opposition à la mauvaise conscience que peut avoir Marcus face à la responsabilité qu'il peut avoir vis-à-vis de l'épilogue, enfin de cette chute. Oui, bien que Marcus, finalement, dans sa vie, a eu, on pourrait dire, des choix extrêmement désinvoltes, volages. Marcus, c'est finalement celui qui conduit sa vie d'une manière très libre, alors que Karl, c'est au contraire, ça a été le bon petit soldat de l'existence, c'est-à-dire celui qui avait toujours conscience de ce qu'il faisait. Marcus, au contraire, est l'insouciant, l'imprévoyant. Mais finalement, quand son frère est dans cette situation peut-être de non-retour, dans cet état de coma, il se pose la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Est-ce que nous sommes heureux parce que nous avons une vie bien tracée, bien droite, ou le bonheur nous trouvons plutôt dans une existence plus fantasque. Alors l'inconscience aussi par rapport à quoi ? L'inconscience aussi par rapport aux choix que nous faisons. Le roman s'ouvre sur une scène de l'enfance où la mère, de manière rituelle, demande à ses 2 fils, Karl et Marcus, de se confesser en quelque sorte. Ils profitent de quelques moments dans l'année qui sont des fêtes religieuses, chrétiennes, pour se confesser en famille. C'est une famille très catholique. C'est une famille très catholique et cette religiosité est surtout imprimée par la mère. Et elle leur demande donc régulièrement à ces 2 enfants, qu'as-tu dans ton cœur? Dis-moi ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Dépoussiérage intime, comme elle dit. Voilà, exactement. Alors justement, cette phrase « qu'as-tu dans ton cœur » cette fois-ci, c'est vrai que ça donne une impression un peu malsaine, comme une violation de l'intimité. Oui, alors ça... Alors on a l'impression que pour Karl, c'était quelque chose de très sérieux, donc lui il prenait ça très au sérieux, alors que Marcus, lui, il prenait d'une façon beaucoup plus désinvolte. Bien sûr, il a surusé avec ce petit examen de soi. C'est vrai que bon, c'est la question de la confession, bon, qui est un des rites évidemment de la religion chrétienne, c'est au fond la violation du secret. Et est-ce que nous n'avons pas besoin aussi de conserver nos secrets? Alors Karl, comme vous le dites, qui a pris ça très au sérieux, peut-être en pâtira-t-il davantage une fois qu'il sera adulte.
Alors comment qu'on peut expliquer que deux frères qui ont été élevés donc exactement de la même façon puissent être si diamétralement opposés? Sans doute que l'éducation, si elle joue un rôle dans ce que seront nos destinées, elle n'est pas peut-être absolument déterminante. Je pense que le roman pose aussi la question de la liberté. Finalement, qu'est-ce que nous faisons de notre liberté? Et on pourrait dire que Marcus, il a fait un usage extrêmement immodéré de sa liberté, puisque il a même peut-être des comportements qu'on pourrait juger immoraux, puisque en tant qu'enseignant, il n'hésite pas à coucher avec ses étudiantes, il abandonne ses amis, ses petites amies, donc il a eu un comportement plutôt immoral, un usage extrêmement immodéré de sa liberté. Karl, lui, au contraire, c'est le sérieux. C'est presque psychorigide. Voilà, presque psychorigide, comme vous dites, et au fond, il a, je dis à un moment dans le roman, 3 couronnes. Il a la couronne de bon père, la couronne de bon mari, la couronne d'employé modèle. Il est responsable des statistiques dans une grosse compagnie d'assurance et il a porté ces 3 couronnes jusqu'à un moment dans son existence où il va tout lâcher. Alors vous dites, en fait, vous parlez de sentir sa vie. C'est joli de dire, oui. Vous utilisez cette expression « sentir sa vie ». Alors là, sentir sa vie, ce serait peut-être essayer d'avoir justement une certaine conscience de ce qu'on fait. Si on est dans une forme d'inconscience quand on est enfant, et je pense que la mère, quand elle fait ce petit examen, elle le fait avec une bonne intention, c'est d'apprendre à ses enfants à devenir des adultes. Mais au fond, cette inconscience de l'enfance, elle existe encore à l'âge adulte. Les adultes ne savent pas exactement ce qu'ils font. Sentir sa vie, c'est peut-être essayer d'être au clair avec ce que l'on fait, avec les actes qu'on entreprend, pour être au mieux avec soi-même. Et à partir d'un événement précis comme la chute, donc après, au fur et à mesure, on va bien comprendre que cette chute, finalement, elle est arrivée, ce n'est pas par hasard non plus. Tous les souvenirs reviennent également à la conscience. Donc de l'inconscient, ça revient à la conscience. Et justement, ces épisodes-là de dépoussiérage intime imposés par la maman, que Marcus avait quasiment oublié, reviennent à la conscience. Donc il y a plein d'événements comme ça qui oui, alors ça c'est un peu je dirais ma manière de fabriquer le roman. C'est vrai que je n'écris pas des romans qui sont écrits d'une manière chronologique et où la fin serait inéluctable. Évidemment, pour moi, le roman est à l'image de nos vies, c'est-à-dire ce que nous avons vécu est toujours présent. Il y a un poids du passé, il y a même une sorte de piège du passé. Alors le passé, c'est l'enfance, c'est les parents, les expériences que nous avons vécues quand nous étions jeunes hommes et qui nous ont marqués. Et donc on voit bien que ce poids du passé, il est toujours là. Donc je ne prends pas un malin plaisir à revenir en arrière, mais je pense que le passé revient parce qu'il s'impose. Mais c'est comme ça, alors que vous pratiquez souvent dans vos romans, il y a un épicentre comme ça, et après tout gravite. Voilà, il y a effectivement, on pourrait dire des événements qui sont des événements majeurs. Alors là, dans l'inconscience, c'est cette chute de Karl, qui est une chute physique, il tombe du 3e étage d'une fenêtre, mais c'est aussi une chute symbolique. Tout d'un coup, il y a un effondrement dans sa vie. Et puis, à partir de là, on peut tirer les fils. On tire les fils. Au fond, j'ai envie de dire que Karl et Marcus ne s'en sortent pas très bien parce qu'ils sont toujours empêchés. Mais ils sont tous les deux en fuite, finalement. Ils sont toujours en fuite par rapport à ce qu'ils ont été, et en même temps, ils sont toujours rattrapés par ce qu'ils ont été. C'est l'idée que finalement, quand le passé pèse trop, comme c'est le cas notamment pour Karl, mais c'est aussi le cas pour Marcus, que le passé revient, il y a l'idée que finalement, nous ne pouvons jamais vivre entièrement les choses. Alors Karl est en tout point la fierté de sa mère. Marié, 3 enfants, diplômé de mathématiques et de finance, il occupe un poste de cadre dans une société d'assurance à Toul. Une vie linéaire, structurée, à l'inverse de la vie fantaisiste de son frère, mais qui fait apparaître seulement un bonheur apparent. Écoutez. Karl avait toujours marché droit, au fond. Cela avait-il un rapport avec son métier, son tempérament, son éducation, ses bottes aux semelles crontées, les costumes qu'il portait depuis qu'il exerçait ses talents dans cette compagnie d'assurance et qui lui donnaient ce sérieux, cette raideur quasi militaire? Des 2 frères, il était le seul à avoir accompli son service et ses camarades de régiment l'avaient affublé du surnom de coton-tige. Marcus n'avait pas oublié ce détail. Qu'est-ce que cela signifiait, coton-tige? Cela évoquait-il un trait de caractère? Était-ce une allusion anatomique ou sexuelle? Marcus ne voyait pas.
Ce qu'il voyait en revanche, c'est que la vie de Karl, jeune homme, était déjà réglée, résolument réglée. Durant presque 50 ans, son frère avait marché droit, droit comme un soldat, si droit que cela paraissait incroyable, et voici que, fin 2008, quelque chose s'était produit avec le dénommé Jean-Jacques Stern. Une rupture d'équilibre, une métamorphose, et Karl s'était mis à danser. Donc Thierry, cette métamorphose, elle survient après le décès du père, la mère elle est déjà décédée, et après la vente de la maison. Donc on a l'impression que les faux semblants disparaissent et que toutes les fondations s'écroulent. Oui, on peut penser effectivement que cette vie bien réglée ou trop bien réglée de Karl n'est pas une vie très heureuse pour lui. Et cette rencontre qu'il fait avec un personnage assez étrange qui est employé dans sa société, Jean-Jacques Stern, oui, va effectivement déclencher tout un ensemble de choses qui étaient sans doute enfouies, qui étaient tapies chez lui et qui vont l'amener à abandonner à la fois sa femme, ses enfants, son métier et avoir aussi une nouvelle sexualité puisqu'il va devenir non seulement l'associé, mais l'amant de ce Stern. Alors tout ça peut paraître assez abracadabrant, mais est-ce que ça aurait pu survenir à un autre moment qu'après le décès des parents? J'imagine que tant que les parents sont vivants, la maison qui est un symbole quand même, ça maintient. Oui, il y a sans doute dans cette perte des parents quelque chose qui va se libérer chez Karl. Hein, vous disiez tout à l'heure, Karl, finalement, c'est un individu psychorigide. C'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup de frustration, finalement, dans l'existence qui est la sienne. On peut aussi penser qu'il fait, à ce moment-là, vraiment usage de sa liberté. Parce que ce qui est un peu paradoxal... Et il y a une prise de conscience. Prise de conscience de ce qu'il aurait pu faire de sa vie. Sans doute est-il peut-être un peu envieux de la vie de son frère Marcus. Hein. Et puis, ce que je trouve aussi un peu paradoxal, c'est que finalement, Marcus le juge assez négativement, parce qu'il va lui reprocher de dilapider l'argent dans cette association avec Stern. Et l'argent est un thème aussi très présent, oui, parce que l'argent, en fait, le symbole de la réussite. Symbole de la réussite, on sait aussi que c'est ce qui parfois crée des différends au sein des familles. Et finalement, le frère aîné qui a usé sans vergogne de sa liberté, c'est celui qui va finalement reprocher à Karl d'être pour la première fois réellement libre. Alors, oui, il devient au fond moralisateur, alors qu'il a eu une vie plutôt dissolue jusqu'à présent. C'est le moins qu'on peut se dire. Alors donc à travers Karl aussi, vous décrivez une société en crise et aussi toute la pression que la société exerce sur les personnes et les individus. Oui, alors c'est peut-être aussi un autre sens du titre. Hein. Je pense que cette histoire de deux frères qui se sont perdus, parce qu'ils se sont perdus pendant pas mal d'années, qui vont se retrouver, qui sont dans une relation conflictuelle, et peut-être aussi à l'image d'une société qui est la nôtre, parce que le roman se passe aujourd'hui, il se passe en gros dans la période 2008-2009, le début de la crise mondiale, voilà, c'est ça. Donc c'est une société qui est aussi en train de se perdre, qui ne sait plus quel sens donner à ce qu'elle est, et qui ne sait plus se trouver un destin comme Karl et Marcus. Alors donc c'est vrai, on le disait tout à l'heure, ils sont tous les deux en fuite. On peut pas dire qu'ils sont tous les deux équilibrés. Il y a chacun dans ses excès finalement. Oui, oui. Et donc en fait, quand on est en recherche d'équilibre, vous parlez de rupture d'équilibre, de métamorphose. D'équilibre est par définition fragile, c'est-à-dire c'est un peu ça. Oui, alors bon, c'est vrai que l'idée d'une vie équilibrée, ce serait évidemment l'idée d'une vie qui aurait trouvé linéaire ou de la juste mesure entre les passions sages et d'autres qui le sont moins. Mais bon, il y a peut-être aussi dans le personnage de Marcus l'idée que vivre, c'est aussi prendre des risques, qu'il y a aussi un bonheur de l'insécurité, hein, un bonheur du vertige, parce que cette vie que Marcus commence à 18 ans quand il abandonne sa famille, bon, il y a tout un passage qui se passe en Espagne, hein, où on voit qu'à l'adolescence, il a au fond abandonné la maison familiale pour faire de la musique avec des amis. Il y a cette idée au fond que nous apprenons aussi la joie et le bonheur dans une forme d'insécurité. Oui, mais que supporte Marcus, mais que Karl ne supportera pas. Oui, mais n'empêche qu'il se remet quand même beaucoup en question, puisqu'il est dans la séduction, Marcus, avec ses élèves, etc. Oui. Et cinquantaine sonnée, finalement se pose toute la question, finalement je ne séduis plus tant que ça, et puis il se rend
rend compte que finalement le temps passe et ce n'est plus le Marcus. Ah oui, non, mais ça, bien entendu, ça c'est aussi la question des années qui passent. On voit bien que le monde change. On peut avoir l'impression que le monde sans cesse rajeunit et parfois il nous offre une image qui nous est un peu étrangère. Je pensais que les hommes n'étaient pas soumis à ce genre de pression. En tout cas, mes personnages masculins le sont. Oui, c'est vrai quand même, ça arrive. Oui. Alors, quelle empreinte laissent les parents sur leurs enfants? Que nous reste-t-il d'eux? Marcus décrit une mère pieuse qui a le souci de bien faire, un père misanthrope qui, lors des fêtes de Noël, sait se montrer enjoué et disert. Alors, on écoute l'extrait que vous avez choisi. Que se passe-t-il une fois qu'un père ouvre la bouche, remue la langue, pousse son haleine? Il parle et parle encore. Les pères vivent dans un monde permanent de paroles. Ils traitent leurs fils comme des oreilles ou des micros. Dès qu'ils sont pères, ils se reconnaissent à leur voix, un ou deux tons plus graves et parfois plus rugueuses. Et les fils, dès qu'ils sont assez grands pour entendre cette voix, existent à travers les paroles de leur père. Même quand les pères ne parlent pas beaucoup ou parlent peu, même s'ils sont sombres ou taciturnes, ils parlent encore. Leurs paroles muettes tournent autour de leurs fils comme des renards dans une forêt. Enfin, lorsqu'il arrive qu'un père ne parle plus du tout, qu'il ferme la bouche, que sa langue pend, qu'il a l'haleine des fleurs fanées, ce sont les fils qui parlent pour lui, qui parlent de lui, rapportent ses paroles, ses histoires de bouchers, de comptables. C'est très joli comme extrait. Alors, oui, non mais vraiment, les enfants sont des oreilles. Oui, alors moi je me disais finalement, on parle toujours de la langue maternelle. Quand nous sommes enfants, nous apprenons la langue de la mère qui nous chuchote à l'oreille, mais il y a aussi au fond une langue paternelle. Alors cette langue paternelle, c'est peut-être la langue de la loi, de l'autorité. Et même quand les pères ont disparu, quand ils ne sont plus présents, nous entendons encore cette voix, cette parole. Et sans doute que Karl l'a entendu longtemps, pendant une grande partie de sa vie. Ce qui fait qu'il a eu peut-être cette vie toujours empêchée, l'impression que son père était toujours là. Marcus aussi va l'entendre dans ce moment difficile où son frère est dans le coma. Alors il est vrai que ce père est un taiseux, il ne parle pas beaucoup. Alors il y a les non-dits. Il y a beaucoup de non-dits vis-à-vis du père, parce que finalement dans le livre il n'est pas très présent, sauf là on en parle quand il vient tous les Noëls à partir de 2007, je ne sais plus, à partir de 2007, donc ils se rencontrent tous les Noëls et on découvre un père, mais finalement on apprend très peu de choses sur lui. Oui, en fait, bon, c'est un roman familial, c'est vrai, mais c'est d'abord un roman sur la relation fraternelle. Les parents, Wilhelm le père, Esther la mère, sont morts quand nous découvrons nos personnages, Karl et Marcus adultes. Et leur présence, elle arrive par le biais des souvenirs. Nous ne savons pas réellement ce qu'ils sont. Ce sont des scènes comme ça qui remontent. Alors, il y a Noël, comme vous dites, il y a la maison, le travail du père dans le jardin, mais au fond, nous ne savons pas grand-chose d'eux. Mais nous savons en fait qu'ils sont encore suffisamment présents pour déterminer en partie la vie de leur fils. Absolument. Et puis, on sent aussi que le sens du devoir vis-à-vis des parents. Alors donc Karl, il a ce sens du devoir puisqu'il vient voir régulièrement son père, alors que Marcus finalement pas du tout, il le voit une fois par an. Là aussi, on sent encore la différence entre les deux frères. Là, on a l'impression qu'il a tué le père depuis longtemps. Oui. Et l'autre, finalement, il a tué le père, mais il est le premier, effectivement, à dire à son frère qu'il fait un usage fou de l'héritage, enfin, qu'il le dilapide. Mais malgré tout, il tient à la maison. Oui, il tient à la maison. En fait, cette maison qu'il a abandonnée il y a 18 ans est un endroit où on a l'impression où il a envie de revenir une fois qu'il a 50 ans. Quelle est la part autobiographique dans ce livre? Nous avons tous un père, une mère, nous avons eu un père, une mère, voilà, ou un frère. Donc le roman familial, c'est un roman qui nous concerne tous. Moi, je ne pense pas que je sois ni Karl ni Marcus, et que mes parents ressemblent d'assez loin à ce qu'on était. Mais je suis médecin. Bon. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de situer ce roman à Metz. Mes précédents romans, je les ai situés dans d'autres villes, mais le lieu est toujours important. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai besoin que le lieu existe réellement, concrètement, pour que le travail de la mémoire et de l'imagination se fasse.
hein. J'avais d'abord essayé d'écrire ce roman avec une ville imaginaire, d'ailleurs ça va un peu vous amuser parce que cette ville, je lui avais donné le nom de Sarre. Ah oui. Sarre. J'ai commencé à écrire le roman avec ce nom de Sarre, et puis ça ne fonctionnait pas parce que ce rapport que j'ai avec le passé, qui n'est pas forcément mon passé, mais qui est le passé d'une ville, le passé d'un paysage ou d'un lieu, il était un peu empêché par ce mot fictif. Alors donc, on trouve aussi beaucoup de réalité dans ce livre, voilà, notamment bien sur la ville sûr. de Metz, la Nuit Blanche, Oui. les événements qui ont eu lieu à Carlin. Voilà, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, il y a Carlin, il y a Metz, il y a Nancy, il y a Toul. On s'y retrouve. Et je pense que je suis un écrivain assez réaliste. Enfin, pour moi, le réalisme dans le roman est important. Alors, un petit clin d'œil que je vais faire, j'ai une amie qui s'appelle Vogelgesang, que j'embrasse très fort. Oui. Voilà, donc ce nom de Vogelgesang... Alors là, je vais peut-être faire part d'une anecdote plus intime. En fait, quand mon père est mort, j'ai découvert que dans sa bibliothèque, c'était pas un grand lecteur, mais il avait une bibliothèque qui contenait beaucoup de livres sur les oiseaux. Et notamment des livres scientifiques, des guides des oiseaux d'Europe. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de chants d'oiseaux dans le roman. On entend chanter les oiseaux. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, le chant, je ne sais pas, des hirondelles ou des bergeronnettes. Et voilà, donc Vogelgesang, chant d'oiseaux. Peut-être, je ne sais pas si mon roman autobiographique il ne l'est pas, je vous l'ai dit, mais il y a d'une certaine façon une présence de mon propre père, peut-être à travers ces chants d'oiseaux et le choix de son nom. Parce que finalement, le père donne son nom à ses fils, Vogelgesang, il leur donne ce... Oui, d'ailleurs, il le dit avec un accent très teutonique. Voilà. Dire, hein. Donc, oui. Vogelgesang, vous dites peut-être plus. Voilà. Peut-être pas tant que ça. Et donc... à partir du moment où il monte cette agence, Karl, il va jusqu'à abîmer ce nom. Oui, alors ça c'est assez terrible, mais c'est vrai que Stern, donc cette personne qui l'envoûte et qui va être à la fois son associé et son amant, lui dit Vogelgesang, c'est pas possible, on peut pas créer une agence avec un nom pareil. Il lui dit tu vas t'appeler Vogel et notre agence s'appellera Stern et Vogel. Voilà. Et alors Karl l'accepte. Et donc c'est un reniement en quelque sorte de ce qu'il a été. Et comme vous le disiez, c'est là que Karl d'une certaine manière perd son champ. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, ce sera la conclusion de cette émission. Donc on arrive au terme. Merci beaucoup Thierry Hesse d'avoir participé à cette émission. Donc merci. Je rappelle que votre livre L'inconscience, donc on le trouve aux éditions de l'Olivier et dans toutes les bonnes librairies. Voilà, il est sorti au mois d'avril, fin août. Voilà. Donc L'inconscience de Thierry Hesse. Thierry Hesse, je vais encore vous demander un dernier exercice, c'est d'écrire sur le tableau ce qui pourrait peut-être l'entame d'un prochain roman ou une idée, ou voilà, quelque chose comme ça. Quant à nous, je vous retrouve à très bientôt entre les lignes. Au revoir.